Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 48e épisode de Parlons Pratique. Et oui Hélène, déjà 48. Je sais pas pour toi, moi je vois pas le temps passer. Alors j'espère que c'est la même chose pour nos poditeurs et poditrices. Et pour en être sûr, rien de tel que de nous envoyer un petit message sur les réseaux sociaux, sur YouTube, car nous sommes aussi sur YouTube, ou même sur Spotify, qui vous donne la possibilité de donner votre avis sur les épisodes. Voilà, ce qui vous plaît moins, ce qui vous manque, est-ce que c'est trop court, est-ce que c'est trop long ? On attend vraiment avec impatience tous vos retours. Mais revenons à l'épisode du jour. Oui, un épisode consacré aux droits de l'enfant. Et l'un de ses droits fondamentaux, c'est justement d'aller à l'école. Et pas sûr que tous les élèves le voient comme un droit. Pour beaucoup, c'est plutôt un devoir, non ? Oui, une obligation, peut-être même, tu as raison. Mais qu'en serait-il si l'école était aussi un lieu où l'on apprend à connaître et à exercer ses droits d'enfant ? Oui, connaître ses droits, c'est prendre conscience que l'école peut être un espace où les élèves ne sont pas seulement là pour apprendre, mais aussi pour s'exprimer et même pour transformer leur environnement. Dans cet épisode, on va justement vous emmener dans une école primaire qui repense son fonctionnement pour donner plus de place à la voix des élèves grâce à l'accompagnement d'un programme de l'UNICEF qui s'appelle l'École Amie des droits de l'enfant. Et on verra aussi que cette démarche peut inspirer des actions au collège et même jusqu'au lycée. Si tout va bien, à la fin de cet épisode, nos 3 invités vous auront donné quelques clés sur pourquoi et comment faire des droits des enfants un moteur de transformation de l'école. Et vous en saurez plus sur l'impact que cela peut avoir sur les relations entre élèves et adultes, sur le climat scolaire et même sur la manière d'apprendre. Droits des enfants, transformer l'école de l'intérieur, c'est le titre de ce Parlons Pratique. Et c'est parti. Valérie Becquet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'INSPE de Versailles, Cergy Paris Université. Vos travaux portent en particulier sur les pratiques d'engagement des jeunes et les politiques de citoyenneté dans le champ scolaire et extrascolaire. Et vous êtes également membre du conseil scientifique de l'UNICEF, c'est bien ça ? Tout à fait, oui. Alors une première question express pour vous. Quel serait le droit le plus important à travailler à l'école ? Alors une réponse express, le droit d'avoir un point de vue. Merci. Richard Cotier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'école Lamartine à Saint-Chamond. Votre école est engagée dans ce programme de l'UNICEF, je le disais, l'École Amie des droits de l'enfant. Ça fait maintenant 1 an et demi, c'est ça ? C'est ça. Et donc, petite question très rapide, mais on y reviendra après, quoi qu'il arrive. Dites-nous vraiment en 2 mots ce que c'est que ce programme, à qui il peut s'adresser. Il s'adresse à tous les élèves d'élémentaire, potentiellement. Enfin, en tout cas pour ce qui nous concerne à nous. Et puis c'est un programme qui est centré sur à la fois la découverte de la Convention internationale des droits de l'enfant, pour ce qui concerne les enfants, mais aussi parfois pour ce qui concerne les adultes, parce qu'on la connaît pas forcément tous bien. Et puis sur la modification potentielle du regard qu'on a dans l'école sur la façon dont on fonctionne et le lien avec les droits des enfants. Jules Lézarlot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable innovation pour la diffusion des droits de l'enfant chez UNICEF France. Et une question express pour vous aussi, en 2 mots, quelle est l'approche de l'UNICEF pour faire entrer ces droits de l'enfant dans les préoccupations de l'éducation nationale ? Alors notre démarche pédagogique s'appuie sur une approche qu'on appelle l'approche par les droits, qui vise le changement de comportement, le renforcement des capacités des adultes et des enfants, donc en apprenant sur les droits, par les droits et pour les droits. Merci. Allez, on entre tout de suite dans la première partie de cette émission. Droits des enfants dans l'éducation. De quoi parle-t-on vraiment ? Alors, Julie Zerlot, je vous propose de commencer par un premier point sur la CID, la Convention internationale des droits de l'enfant. De quoi parle-t-on justement quand on parle des droits de l'enfant ? Alors, ce vaste sujet, effectivement, quand on parle des droits de l'enfant, on parle d'abord d'un objet juridique, d'une convention internationale qui a été adoptée par les Nations Unies et qui a ensuite été ratifiée par l'ensemble des pays du monde. Et donc, c'est aujourd'hui un texte qui s'applique dans l'ensemble de ces pays pour protéger les enfants de 0 à 18 ans. Un texte qui comprend 54 articles et qui regroupe l'ensemble des droits fondamentaux, ce qu'on appelle les droits fondamentaux des enfants, c'est-à-dire tout ce qui va répondre à leurs besoins essentiels pour grandir, s'épanouir, se développer. Et donc, on est tous garants, adultes et enfants d'ailleurs, mais surtout les gouvernements qui ont signé et qui ont ratifié ce document, de l'application de cette convention et de son respect pour le bien-être des enfants.
Ça veut dire, Valérie Becquet, que c'est un texte qui est entré dans le Code de l'éducation, enfin qui s'applique aux enseignants, aux établissements. De quelle manière il a sa concrétisation dans le droit français ? Alors, moi, je suis pas juriste, mais en fait, normalement, les textes internationaux s'imposent au droit national. Cependant, en ce qui concerne la Convention internationale des droits de l'enfant, elle existe depuis 1989, ratifiée par la France en 90, mais malheureusement, l'application reste inégale selon les domaines, et la France n'est pas nécessairement un bon élève en matière d'application de la Convention internationale des droits de l'enfant, sur plein de sujets, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail. C'est un texte en fait qui est connu, qui est reconnu, qui est célébré chaque année. Et après, il semblerait que dans le quotidien, son application parfois se délite, se fragilise, et les 0-18 ans sont effectivement directement impactés par cela. Richard Cottier, pourquoi un enseignant, un directeur d'école comme vous s'intéresse et doit s'intéresser à ces fameux droits de l'enfant ? Eh bien parce que à l'école, un des risques majeurs de l'organisation et de la vie quotidienne, c'est d'être attaché d'abord à faire travailler les élèves sur les apprentissages, on va dire, scolaires, voilà, et peut-être des fois de perdre un peu de vue le fait que pour faire travailler ces apprentissages scolaires, parce qu'il y a des objectifs, l'école a des objectifs d'apprentissage pour les élèves, néanmoins, il y a un certain nombre de droits qu'il ne faut pas perdre de vue. Et c'est pas toujours facile. Parfois, comme dans toute structure, l'organisation prend le pas sur le respect de chacun, voilà. Et c'est pas ça. Je suis pas en train de parler là simplement de l'école. Je parle de toute structure quelle qu'elle soit, voilà. Et d'ailleurs, quand on parle des droits de l'enfant, là, effectivement, assez naturellement, on pense à la CIDE, mais il y a peut-être d'autres textes qui peuvent être importants, notamment peut-être la loi de 2005 sur des questions de non-discrimination, d'inclusion, Valérie Becquet ? Alors, il y a un certain nombre de textes qui ont été adoptés, mais ça remonte plutôt à la fin des années 85, avec l'autonomie des établissements dans le secondaire, avec les droits des élèves aussi, avec la réforme des règlements intérieurs, ou en 90, oui, c'est ça. L'enseignement secondaire est rentré dans le droit. C'est-à-dire qu'avant, on était presque hors la loi parce que les textes n'étaient pas adaptés, ajustés. Et donc, il a fallu... c'est assez surprenant qu'une institution en charge de l'éducation soit finalement à côté du droit commun. Ça surprend quand on s'en rend compte. Et ça reste un enjeu qui est présent constamment, quoi, en fait. Julie Zerlot, par rapport à d'autres pays équivalents, si je peux le dire comme ça, est-ce que la France est une bonne ou une mauvaise élève en termes d'application de ces droits de l'enfant ? Alors, tout dépend évidemment dans quel domaine et de quel domaine on parle, puisqu'il y a effectivement des domaines dans lesquels nous pouvons dire que nous sommes exemplaires par rapport à bon nombre de pays dans le monde. Et je dirais, par exemple, le droit à la santé, le droit à l'éducation de manière globale, le droit à la protection. Mais après, ce qui va nous intéresser, nous, en tant qu'institution des Nations Unies et vigie de cette Convention internationale des droits de l'enfant, c'est où est-ce qu'il y a des manques et où est-ce qu'il y a justement des endroits dans ces droits qui sont très globalement respectés où nous devons alerter, où nous devons accompagner les institutions dans une meilleure application. Et là, quand on reprend ces quelques droits, le droit à la santé, le droit à la protection, le droit à l'éducation, il y a en France des enfants qui ne sont pas suffisamment protégés, qui n'ont pas suffisamment accès à la santé ou qui n'ont pas accès à l'éducation parce qu'ils ne sont pas, par exemple, inscrits à l'école. Valérie Becquet. Oui, et pour compléter cette réponse, on voit par exemple que sur les enjeux d'expression, de participation, donc d'opinion, le fait d'avoir un point de vue, comme je vous ai dit au départ, rien à l'échelle européenne, la France n'est pas nécessairement en haut du classement. On peut avoir beaucoup de dispositifs permettant, disant un conseil d'école, etc., ou un conseil d'enfants et de jeunes, voilà, des dispositifs qui permettent, mais les enquêtes comparatives
montrent que entre le permis et le réel et le ressenti de l'enfant, il y a effectivement des décalages. Et parfois, quand on est en bas du classement avec des pays qu'on pense, entre guillemets, moins développés ou avancés, cela peut faire sourire le chercheur ou voilà, quand on voit ces résultats. En préparant l'émission, et en même temps, on vous voit déjà acquiescer, monsieur Cottier, mais en préparant l'émission, vous nous disiez notamment que, en parlant de ces droits de l'enfant, il y a parfois des réflexes un petit peu... et les devoirs alors des enfants, on en est où là de cet équilibre effectivement, ou de ce regard parfois des enseignants sur ces fameux droits? Alors en fait, ce qui n'est pas simple justement, c'est effectivement d'être à la fois dans une démarche de promotion des droits et surtout de questionnement du fonctionnement de l'école sur, effectivement, je reprends ce que disait la collègue juste avant, les droits à la participation, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple. Parce qu'en réalité, l'école peut avoir des vieilles manies de centralisation autour de l'adulte, de la posture de l'adulte, et parfois il faut justement chercher à décentrer cette espèce de système pour qu'on puisse mettre les enfants, pas simplement pour faire de la pub, l'enfant au centre du système éducatif, c'est toujours on va dire le leitmotiv, le discours, mais la réalité, c'est de se dire, il faut qu'ils aient une place. De là, être au centre, c'est encore autre chose, mais une place, voilà, une place pour qu'ils puissent s'exprimer, ils puissent se sentir acteurs de ce qu'ils font aussi à l'école, pas simplement consommateurs, et ça engage aussi la formation du citoyen. Il faut être clair, on peut pas transformer des élèves de collège ou de lycée en des citoyens efficaces dans leurs établissements s'ils n'ont pas expérimenté ces choses-là quand ils étaient plus petits. Donc ça commence de bonne heure. Et la réaction des parents aussi par rapport à cette question des droits, est-ce que parfois ça peut à la fois trouver un accueil très favorable et puis parfois aussi peut-être un peu frotté? Richard? Alors j'avoue que dans mon école, j'ai pas de souci particulier. Dans notre école, on n'a pas de souci particulier à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas de parents qui viennent réclamer. Effectivement, il y a une personne, une fois, qui nous a fait la remarque, nous a dit, mais pensez aux devoirs aussi des élèves, ils ont des devoirs et pas que des droits. Et donc, on a travaillé là-dessus en disant Dans oui. tous les sens du terme, d'ailleurs, les devoirs. Oui, c'est ça, tous les sens du terme. Et on a bien travaillé dessus en disant, oui, vous avez raison, il ne s'agit pas, en parlant des droits des enfants, d'oublier que chaque fois qu'on a un droit, ce droit s'applique aussi pour l'autre. Et du coup, ça nous met une limite à nous dans ce qu'on peut faire. Et c'est bien ça, le devoir. Le devoir, c'est le devoir de respecter les droits de tous, y compris les siens propres et ceux des autres. Et dans la mise en place du programme qu'on va détailler dans la suite de l'émission, mais peut-être commencer par ça, et en restant sur vous, monsieur Cottier, il y a un diagnostic. Et est-ce que dans ce diagnostic de mise en place de ce programme, vous avez identifié des grands écarts, disons, dans la perception de ces droits de l'enfant par les enfants eux-mêmes et par les adultes, dont les parents ou les enseignants? Alors parfois, on a identifié d'autres choses, mais qui ne sont pas propres à ce programme, hein. C'est une image mentale de ce qu'est l'école qui est différente quand on est dehors et quand on est dedans. Quand un élève est dans l'école, il n'a pas la même image mentale que son parent, qui est à l'extérieur de l'école et qui ne vit pas dedans. Voilà. Donc des angoisses plus fortes pour ceux qui sont dehors, pour les parents, et moins fortes pour ceux qui sont dedans. Parce qu'eux, ils savent ce qu'ils vivent, quoi, en gros. Mais ça veut donc dire qu'il faut prendre la peine de poser la question à tout le monde. Aux parents, aux enfants, aux encadrants. Et du coup, on a des fois des écarts d'analyse, des écarts de sentiments qui ne sont pas injustifiés, qui sont simplement le fait qu'on ne vit pas la même chose. Alors, on parlait de ce diagnostic, qui est un peu le point de départ de la démarche que propose le programme de l'UNICEF. Et je vous propose que du coup, on entre dans un deuxième temps, transformer l'école grâce aux droits de l'enfant. Et pour démarrer, on aimerait que vous nous disiez, Richard Cottier, comment ça se passe? Comment vous êtes arrivé à la connaissance de ce programme? Comment vous avez commencé? Comment vous avez réussi à convaincre tout le monde dans l'école, y compris les enfants, d'y participer? Alors, l'historique, il est assez simple, hein. Il y a eu une proposition qui est arrivée par les moyens classiques. On a reçu des mails et on nous a dit, voilà, il y a des programmes qui se mettent en œuvre. Bon, alors, j'ai réfléchi à la question, je me suis posé la question des droits, je me suis dit, ça me paraît être un bon support pour travailler dans l'école avec les élèves. Et puis, je vous cache pas que je trouvais cette démarche de travailler sur les droits des enfants peut-être plus
positive que celle de rentrer par tous les programmes, les autres programmes qu'on avait aussi, et auxquels qu'on a associé toujours avec le programme UNICEF. Par exemple, le programme phare de lutte contre le harcèlement. Je trouve que c'est un programme qui est très pertinent, mais qui est par la négative, c'est-à-dire comment on va faire pour défendre les enfants contre des choses terribles. Et là, on est plutôt à l'envers en se disant comment on va respecter les droits de chacun, donc comment on va motiver tout le monde pour faire en sorte que les droits de tous soient respectés. Voilà. Et donc, évidemment, ça fait aussi partie de la lutte contre le harcèlement, quoi. C'est vraiment un travail de prévention, on va dire. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que ça nous intéressait. Ça n'a pas été difficile de convaincre les collègues. La partie la plus compliquée, après, c'est travailler pour que ça soit pas quelque chose de trop lourd, de trop pesant, et que ça soit, on va dire, fait avec tout le monde en étant persuadé que ça a un sens, et que donc, du coup, qu'on le fasse très fort ou un peu moins fort, en tout cas, tout le monde va dans la même direction. Julie Zerlot, du point de vue de l'UNICEF, ça voudrait dire quoi concrètement d'appliquer cette Convention des droits de l'enfant pour un enseignant ? Alors, pour un enseignant, en fait, c'est vraiment, pour nous, en tout cas, accompagner un changement de posture. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure, j'évoquais l'approche par les droits, qui dit apprendre par les droits. Ça veut bien dire qu'on est dans quelque chose qui est j'applique la Convention internationale des droits de l'enfant dans mon enseignement, dans ma posture, dans ma relation à l'enfant, pour que lui-même, ensuite, ait connaissance de cette convention et puisse l'appliquer en miroir de la même façon pour les autres. Donc on est vraiment dans un apprentissage sur du long terme pour l'enfant, mais aussi un apprentissage nouveau dans la posture de l'enseignant. Et c'est ça qui est absolument formidable, et ce qu'on a pu mesurer aussi déjà dans d'autres pays, puisqu'on a encore, nous, très peu de recul sur notre expérience en France, puisqu'on a démarré, on vous le disait, il y a 1 an et demi. Mais en tout cas, au Royaume-Uni, par exemple, où on a une expérience de plus d'une dizaine d'années, où ce programme repose sur de l'évaluation, c'est une approche programmatique qui est évaluée chaque année. Et on se rend compte qu'il y a 15%, 11% des enseignants ou 14% des élèves qui disent « on me respecte différemment, je suis respecté différemment, on me donne plus la parole, on m'accompagne beaucoup plus dans la posture de faire des choses dans l'école ». Et tout ça, c'est mesuré. Et donc, on est dans quelque chose qui est véritablement un accompagnement au changement. Et c'est ça qui est fondamental dans cette approche. De prime abord, on pourrait penser que c'est quelque chose du type de l'ordre du programme de MC, puisqu'il y a des extraits de cette convention qui sont dans les programmes de MC à différents niveaux. Donc, on pourrait se dire que c'est des apports de connaissances sur les droits. Et en fait, là, en creusant ce sujet avec vous, en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment bien au-delà de ça. C'était vraiment quelque chose qui était plus profond sur le fonctionnement même d'une école. Richard Cottier, ce qui m'intéressait aussi que vous nous disiez, c'est le fait qu'il y a donc un copil qui je ne sais pas si on peut dire, qui pilote, du coup, de son nom, le programme à l'échelle de l'école, mais que c'est vraiment tout le monde, y compris les enfants, qui sont partie prenante. Et comment est-ce que ça fonctionne au quotidien ? Tout à fait. Alors effectivement, le principe de faire un copil pour le projet UNICEF, c'est bien dans l'idée de réunir le maximum de gens qui sont partenaires du système. Ce que je trouve très intéressant dans la démarche qui a été proposée par le programme UNICEF, c'est qu'au-delà de demander aux élèves de participer à ce comité, il y a aussi l'ouverture à plein d'autres personnes qui se trouvent dans l'école, qui ne sont pas forcément toutes des enseignants, qui peuvent être, bien sûr, les AESH, avec les gens avec qui on travaille au quotidien, tout le temps, mais qui peut être aussi des personnels d'entretien, des gens du périscolaire. Tout un tas de gens qui ne sont pas sous les mêmes casquettes, forcément, que les enseignants dans l'école, parce que ça aussi, c'est pas toujours facile à gérer. Là, je prends la casquette de directeur, justement, pour le dire. C'est difficile, la gestion de gens qui n'ont pas tous les mêmes casquettes dans cet espace-là. Et là, du coup, on fait un lieu où on pense tous, avec nos regards différents, le fonctionnement de l'école du point de vue des droits. Et on se dit, est-ce que ça avance ? Est-ce qu'on fait avancer les choses ? Mais les droits des enfants, ça veut aussi dire respecter les droits des adultes qui vivent dans l'école et qui ne sont pas les profs dans la classe. Donc, du coup, ça ne questionne pas simplement les droits des enfants, ça questionne les droits des gens qui sont vivants dans ce lieu, qui participent, qui vivent ensemble. Et il faut que ça fonctionne et que tout le monde se sente respecté, écouté et engagé dans la démarche de l'établissement.
On a là un exemple très concret et en même temps, Richard, il y a une forme de généralisation dans vos propos. Alors j'aurais envie d'interroger Valérie Becquet à ce propos. De quelle manière cette prise en compte des droits de l'enfant, elle impacte le fonctionnement d'une école, justement, de manière générale, j'ai envie de dire? Alors en fait, il y a deux choses qui ont été dites successivement qui sont importantes à mon avis à retenir. D'une part, le fait que c'est pas simplement apprendre des droits, mais c'est aussi les incarner. C'est souvent le décalage entre je connais mes droits, mais je ne les incarne pas, ou un enseignant m'apprend mes droits, mais lui-même ne les incarne pas. Et c'est cette incarnation qui permet d'avancer, à mon avis, et qui parfois est inégale, on va dire. Et concernant ce qui vient d'être dit sur le COPIL et justement le fait de travailler ensemble, finalement, ce programme, il rend service à l'école quelque part, parce que pour les personnels d'éducation, toutes les personnes qui travaillent autour des enfants, travailler ensemble, c'est pas du tout évident, parce qu'il y a pas de caractère d'évidence. Et finalement, ce programme, ça devient un levier, non seulement pour les enfants, mais aussi pour le fonctionnement de l'école, en travaillant justement les relations entre les différents acteurs qui ont toute leur légitimité, et que effectivement, quand on est directeur, c'est comme un chef d'orchestre finalement, doit animer toute cette communauté. Et le troisième élément que je voulais dire, c'est que parfois l'école en général, primaire, secondaire, hésite à s'engager dans des dispositifs d'expression de ce type ou de participation, en voyant les risques plutôt que les bénéfices. Les risques étant, ça va être le bazar, la contestation, etc. Ça va déstabiliser, alors que les bénéfices sont peut-être plus longs à venir, mais ils sont plus profonds en fait. Ils sont plus profonds, et donc c'est comme un investissement à long terme pour le climat éducatif. Richard? Je trouve que votre reprise du sujet de faire changer les choses sur un temps long, ça me paraît fondamental de revenir à cette question. Parce que j'ai parfois l'impression que on fait de la consommation de programmes éducatifs en se disant on va faire ça, dans 3 ans c'est bouclé, on est super bon dans tel domaine, affaire réglée, on pourra passer à un autre sujet. Et je pense que quand vous dites qu'il va falloir se placer sur un temps long, le programme UNICEF par exemple, il est prévu sur 3 ans. Et moi, je pense que 3 ans, c'est juste la piqûre. C'est juste le vaccin. C'est pas le temps qu'il va falloir pour construire un système où vraiment on aura pris en compte ce phénomène-là. Il va nous falloir peut-être encore 5-10 ans derrière pour qu'on puisse dire, OK, là, c'est une école qui a fait un chemin, qui a 10-15 ans une dizaine d'années d'évolution, et qui aujourd'hui, si les gens bougent pas trop, ou s'il y en a au moins quelques-uns qui restent solides dans l'équipe, disent OK, on est capable de faire tourner notre école avec différents outils qu'on a fait venir, parfois de l'UNICEF et du projet École Amie des droits des enfants, parfois de collègues qui ont des idées sur des idées coopératives, etc. Enfin, il peut y avoir plein de choses, plein de sources d'inspiration. Mais en tout cas, après, il y a quelque chose qui tourne, et puis il y a une communauté éducative, enseignants, parents, enfants, personnel d'accompagnement, AESH, etc., tout le monde, personnel d'entretien, tous les gens de l'école qui disent « Ok, le monde a changé, et puis c'est plus comme avant. » Voilà. Et je pense que ça prend vraiment du temps pour faire ça. Il faut en avoir conscience. Richard, vous parlez de temps long, et c'est vrai que là, ça fait finalement qu'1 an et demi. C'est long et c'est court à la fois. Dans la vie d'un élève, c'est assez long, mais dans la vie du projet, c'est finalement assez court. Dites-nous un peu, concrètement, ce que vous avez fait pendant cette année et demie, on va dire. Voilà. Dites-nous très, très concrètement les actions qui ont été mises en place, les choses que vous avez faites. Alors très concrètement, on va se dire qu'on a été... D'abord, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit modeste, et je pense qu'on a eu raison, parce que c'est pas facile d'aller vite, et puis en plus, il y a des fois, quand on va vite, on se décourage vite, et puis du coup, on a perdu la dynamique. Donc, dans un premier temps, on a dit il faut que dans toutes les classes, tout le monde puisse profiter de la formation à l'éducation, à la connaissance des droits de l'enfant. Donc ça, on peut dire que ça y est, cette année, au bout d'1 an et demi, tout le monde y a droit. Voilà.
Et puis l'autre phénomène, c'est qu'on a essayé de mettre en place justement ce copil, on a essayé de modifier un certain nombre de choses qui allaient nous aider à faire comprendre aux élèves. On avait déjà des réunions de délégués et on avait déjà donc quelque chose dans l'école qui servait à aider les enfants à participer à leur vie quotidienne. Donc on était déjà un peu sensibilisés là-dessus. Mais ce qui était difficile, c'était de passer à ce regard particulier qu'il y a, par exemple, dans la marche exploratoire qu'a proposé l'UNICEF. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant parce que ça venait apporter un plus à l'école en disant on va observer un certain type de fonctionnement qu'on a là ou là, justement du point de vue d'un droit. Et quand on s'est mis à faire ça, on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait la même chose que de laisser tourner, laisser de la place aux idées des élèves. C'était quand même être plus guidant et plus critique, au bon sens du terme, sur le fonctionnement de notre école. Et donc ça commence à se mettre en œuvre. Et je pense que si on maintient ça et qu'on maintient ce regard, cet esprit de vigilance, c'est là que petit à petit on fait vraiment changer les rouages de la machine, quoi. Moi, j'aurais très envie d'entendre peut-être un ou deux exemples concrets, peut-être Julie Zerlot, si vous en avez en tête, de marche observatoire. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? On chausse ses lunettes de juriste en tant qu'élève et on va regarder si tout se passe bien dans un domaine particulier? Oui, en fait, la marche exploratoire, c'est vraiment prendre possession de l'espace au sens physique et puis observer. Observer, alors si on prend la marche exploratoire sur la thématique de la sécurité, c'est déambuler dans l'école et se poser la question, est-ce qu'à cet endroit, je me sens en sécurité? Est-ce que quand je suis dans tel espace, les adultes peuvent être des secours pour moi? Est-ce que les enfants peuvent être des secours pour moi? Et c'est vraiment comme ça explorer l'ensemble de l'espace dans lequel on vit tout au long de la journée pour faire justement ce diagnostic, puisqu'il faut bien comprendre que si on veut évaluer les progrès qui sont faits dans l'école, il faut pouvoir faire un diagnostic de départ. Et en fait, ces marches exploratoires, elles font complètement partie du diagnostic de départ qui pose un état des lieux de l'exercice des droits de l'enfant dans la structure, par les parents, par les enseignants, tout le personnel qu'on citait tout à l'heure, et puis par les enfants eux-mêmes. Et puis, c'est cette base exploratoire, là en l'occurrence, qui permet d'ajouter une pièce supplémentaire au diagnostic et de pouvoir ensuite se dire 1 an, 2 ans, 3 ans et même 10 ans après, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quelque chose qui est sur du long terme et qu'il faut envisager sur du long terme. Comment est-ce qu'on a évolué? Oui, à cet endroit, les enfants ne se sentaient pas en sécurité. Maintenant, c'est quelque chose qui a complètement disparu de la perception. Et cette notion de la perception de l'enfant, elle est fondamentale dans cette démarche. On ne peut pas être que sur du factuel, c'est complètement impossible, surtout sur des notions comme ça. On est sur de la vie quotidienne et il faut bien comprendre que la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est certes un objet juridique, mais il faut d'abord la transposer dans la vie quotidienne de l'enfant. L'enfant, on va pas lui dire est-ce que tes droits sont appliqués, c'est pas ça. C'est est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu manges à ta faim, est-ce que tu te sens en sécurité, est-ce que tu te sens écouté, est-ce que tu te sens respecté. Et c'est ça que ces marches exploratoires vont aller explorer, justement, si on reprend le terme, dans la vie de l'enfant dans l'école. Et Valérie Becquet, là, on met l'accent en particulier sur le premier degré. Il y a d'autres dispositifs, d'autres façons de faire vivre ces droits. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples, notamment pour les collègues du second degré qui nous écoutent sans doute et puis qui se disent bon bah oui d'accord, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire, de quoi on peut s'inspirer? En fait, dans l'enseignement secondaire, on peut dire qu'il y a, ils sont bien équipés s'ils le souhaitent pour faire participer les élèves. Et puis, la démocratie lycéenne, c'est ce qui a été développé en premier et le plus. Et après, les collèges, donc il y a les délégués des élèves, il y a les conseils de la vie lycéenne, les conseils académiques de la vie lycéenne, etc. Et puis, il y a les conseils de vie collégienne. Et puis, il y a également tous les clubs aussi qui sont les héritiers du développement de la vie scolaire. Enfin, l'enseignement secondaire, en fait, il y a plein d'opportunités, plein de choses. Et puis, des associations aussi qui interviennent depuis longtemps.
Ça ne veut pas dire pour autant que les droits sont mieux appliqués ou les élèves mieux entendus, etc. C'est intéressant ce qui était dit tout à l'heure sur la cartographie, enfin l'idée de cartographie sensible et surtout de vécu de l'établissement, et en particulier sur les collèges, lycées, où on dit parfois les adolescents, ils veulent aller dans des coins, ils ont besoin de recoins, de lieux à eux. Et je pense que ça serait très utile de faire ce type de cartographie avec le regard aussi des adolescents, parce que leur regard change et parce que parfois on leur envoie aussi un usage critique de la manière dont ils utilisent l'espace public ou l'espace scolaire ou les parcs, etc. Et je pense que ce serait vraiment pertinent de le faire aussi pour eux et ça leur plairait. Et je pense également qu'il faudrait des passerelles en fait entre primaire et secondaire, de manière à ce qu'il y ait une forme de continuité. Imaginez les enfants, ils sortent de l'école avec ce programme, ils ont appris plein de choses, ils ont pris des habitudes, il y a des routines, et tout à coup, patatras, ils peuvent plus rien dire. Voilà. Et c'est quand même un problème parce que là, tous ces dispositifs, ça laisse des traces dans les parcours des enfants. C'est de la socialisation, comme toute chose. Et du coup, finalement, c'est dans du long terme. Ce qui se passe à l'école primaire aura des suites, etc., au collège, etc. Alors, je vous propose qu'on entre dans la troisième partie de cette émission, de la connaissance des droits à l'action. Une utopie ? Alors, on dit utopie et on a bien compris que non, que justement, ça peut s'intégrer dans ce genre de programme. Julie Zerlot, en préparant l'émission, j'ai bien aimé une expression que vous avez utilisée. Vous avez dit que on peut parler des droits de l'enfant et les rendre quotidiens, effectifs, presque sans en avoir l'air. Qu'est-ce que ça veut dire sans en avoir l'air ? Oui, effectivement, c'est une expression que j'apprécie particulièrement pour expliciter notre action ici en France. En fait, on a toute une démarche pédagogique de sensibilisation aux droits de l'enfant et de traduction de cette Convention internationale des droits de l'enfant. Je crois que la difficulté aujourd'hui pour tout le monde, pour les adultes, pour les enfants, c'est de comprendre qu'on part d'un texte juridique et de se dire qu'est-ce que ça veut dire ce texte juridique. Ça ne doit pas être abstrait. Et donc, on a pris cette mission à cœur depuis des années maintenant, de se dire comment est-ce qu'on traduit cela à travers des projets, des outils, des formations, des programmes comme École Amie des droits de l'enfant, qui permettent justement que l'adulte ou l'enfant lui-même devienne médiateur de cet objet juridique pour en faire quelque chose de très concret au quotidien. Et donc, on a comme ça un certain nombre d'actions directes, soit directement de la sensibilisation dans les écoles avec nos bénévoles qui sont chargés de sensibilisation aux droits de l'enfant, mais aussi des programmes ou des projets qui s'adressent à tous et qui sont un moyen différent de parler des droits. Alors, je pense par exemple à un projet, moi, qui me tient à cœur particulièrement, c'est celui du prix UNICEF de littérature jeunesse, qui est l'exemple même de parler des droits sans en avoir l'air. C'est chaque année, on propose aux enfants une sélection d'ouvrages de 3 à 15 ans, évidemment, en 4 catégories d'âge, et avec des problématiques parfois très dures, la protection, la migration, l'impact de certains sujets au sein de la famille, le développement durable. On arrive à travers l'illustration qu'est, et c'est le cas de le dire, la littérature jeunesse, à parler des droits de l'enfant avec l'enfant. Et donc, c'est le livre qui devient ce médiateur. Et on propose aux enfants de choisir leur livre préféré à travers cette sélection. Et je trouve ça absolument extraordinaire et formidable que l'enfant, finalement, découvre ses droits et se les approprie à travers cet objet livre. Et parfois, on a eu des cas très amusants, ou en tout cas on en sourit aujourd'hui, de livres qu'on propose dans la sélection et les adultes nous disent « Oh là là, non, surtout pas, c'est un livre qui est beaucoup trop dur pour les enfants, on ne peut absolument pas aborder cette thématique avec l'enfant, on ne peut pas l'aborder de cette façon-là ». Et puis en fait, les enfants, puisqu'on a un jury d'enfants, dès le départ, les enfants nous disent « Mais j'adore ce livre et j'ai compris, et moi je veux que ce soit ce livre-là qui gagne ». C'est-à-dire qu'on se pose des barrières, nous, alors qu'en fait, le livre permet complètement d'aborder ces sujets-là de façon
complètement nouvelle. Et c'est ça sans en avoir l'air. C'est-à-dire qu'on dit pas, on rapporte pas le texte sur la table en disant aujourd'hui on parle de vos droits, mais on rapporte un livre, on rapporte des images, des mots, et c'est grâce à ça qu'on arrive ou pas parfois à faire parler l'enfant, et parfois ça résonne en lui sans qu'il ait besoin de parler. Parfois il s'ouvre aussi à ça, et c'est ça qui est absolument formidable. Ça fait écho, cet écart un peu entre adultes, perception des adultes et des enfants. Ça fait écho à quelque chose que vous nous avez dit, Valérie Becquet, qui était une forme d'adultisme, je crois que vous l'avez dit comme ça, qui est effectivement la crainte qu'on a de donner la parole, de donner plus d'espace d'expression. Vous en parliez un peu tout à l'heure. C'est quand même un frein assez puissant. Oui, c'est quelque chose que l'on retrouve dans les programmes d'action publique, un espèce d'implicite derrière que de toute façon, l'enfant, il n'est pas assez mûr, grand, toutes ces idées de penser à la place de l'enfant en décidant, ou en tout cas en disant, là, il n'est pas apte ou capable de. Mais c'est un vieux débat, donc de toute façon, c'est un vieux débat de nos sociétés, de dire, voilà, on va décider à la place de l'enfant s'il peut pas. Et par exemple, si vous prenez un enfant de plus en plus présent en France, qui ont connu une migration, qui ont traversé des montagnes, etc. Voilà. Si vous, en tant qu'adulte, vous êtes mal à l'aise avec ce sujet, vous allez peut-être le priver d'un livre qui lui permettrait justement de voir son récit. Et son récit, il en a besoin. Vous voyez, cette manière de décider à la place des personnes peut aussi avoir des effets problématiques, enfin des effets pervers sur les enfants eux-mêmes. Alors c'est pas oui/non, c'est pas on/off, c'est savoir s'ajuster, et aussi, je pense, c'est considérer quand un enfant dit si moi je veux le lire, moi je veux voir, je veux lire, je veux expérimenter. Essayer de tenir compte donc du point de vue de l'enfant ou du ressenti au moment où il s'exprime, et ensuite voilà, faire entrer ce ressenti dans le choix définitif, parce que ça peut compter. Richard Cottier, faire vivre les droits de l'enfant, vous y travaillez, vous y croyez, on le sent, on sent l'engagement. J'imagine qu'il reste quand même des défis dans les mises en œuvre. Il y a des obstacles évidemment, mais c'est les mêmes obstacles qu'il y a dès qu'on veut faire tourner quelque chose qui est important et au quotidien. Parce que on peut effectivement faire une réunion du conseil. Alors nous, on l'a transformé, le COPIL, on l'a transformé en conseil de vie citoyenne. On a préparé un peu psychologiquement les élèves à aller au collège. Voilà, et on s'est dit que surtout on allait pouvoir y mettre pas que simplement le projet UNICEF dedans, parce que les droits des enfants c'est bien, mais on a voulu y mettre aussi par exemple le 3D avec. La question environnementale, parce qu'on trouve que s'occuper de son environnement, c'est aussi s'occuper de soi et des autres. Enfin voilà, ça va tout en même temps. Donc du coup, on a mis tout ça dans un panier, mais le mettre dans un panier, en parler, échanger, prendre des décisions, c'est une chose. Après, il faut faire. Parce que si on fait pas, ça sert à rien. On fait que des discours, et les discours, ça mène nulle part, à part à recommencer à ne plus faire confiance à la parole, parce que si la parole elle est toute seule, on ne fait pas de lien entre le monde et la parole. Donc il faut vraiment faire. Et là, c'est difficile. Parce qu'on s'aperçoit, par exemple, que même pour mener 2 ou 3 objectifs qu'on s'est fixés en début d'année avec le Conseil de vie citoyenne, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à tout faire. Donc il va nous falloir jusqu'à la fin de l'année pour mener 2 ou 3 lièvres, pas plus. Ça suffira pour notre année et on pourra faire un bilan. Et donc, du coup, on s'aperçoit qu'il faut être vraiment modeste. Il faut avancer doucement. Par contre, il faut y retourner l'année suivante et encore l'année suivante et encore l'année suivante. Et on espère qu'au bout d'un moment, un élève qui aura fait 5 ans de cette démarche-là et de « Ah oui, quand même, ce qu'on a dit à la réunion du mois d'octobre, c'est ressorti en février ou en mars, on y a travaillé dessus. Et en juin, on a dit on a bougé, et puis on a vu des choses l'année suivante, etc. » C'est comme ça que le monde change, et puis il a toujours changé comme ça par voir ce qu'on avait dit qu'on ferait. Alors c'est vrai que chaque fois qu'on fait un parlons pratique sur un sujet comme ça, on a fait des éco-délégués il n'y a pas très longtemps, on a l'impression qu'on rajoute une couche aux enseignants et qu'on leur dit et si vous pouviez faire ça en plus, ça serait super. Et Julie, c'est un peu ce que vous nous avez dit aussi sur les freins qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, les enseignants disent non mais nous, on n'a pas le temps, on peut pas, on a le programme. Et donc, un des objectifs de cette émission, c'était aussi de se dire c'est pas superflu, c'est pas du plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette objection-là ?
Alors, ce que nous, on a voulu créer pour accompagner justement les écoles dans cette démarche sans que ça se surrajoute, c'est vraiment un lien très fort entre l'école, les programmes scolaires et ce programme UNICEF. Et donc, toute la démarche pédagogique, tous les outils pédagogiques qui sont proposés pour les différents niveaux, puisqu'on avance année par année, sont vraiment directement liés aux programmes scolaires eux-mêmes. Donc l'enseignant peut aller piocher dans les différentes matières, dans les différentes disciplines, pour illustrer les droits de l'enfant, et on revient à la notion de faire sans en avoir l'air de tout à l'heure, pour pouvoir ancrer ces apprentissages, pour pouvoir ancrer cette nouvelle façon de participer, de respecter, d'être respecté, etc. Et c'est vraiment une démarche qui nous a pris à nous beaucoup de temps avec des chercheurs justement en sciences de l'éducation pour avancer sur cette corrélation entre la Convention internationale, l'éducation aux droits de l'enfant qui est au cœur de notre activité et les programmes scolaires pour lier tout cela. Si on a envie de donner encore plus envie à des enseignants de se lancer d'une manière générale, j'allais dire, ou très concrète, parlons des impacts. Quels sont les impacts forts qu'on peut voir sur les écoles qui appliquent de tels programmes? Alors, j'ai envie de vous répondre avec quelques chiffres très forts, justement, alors qui ne sont pas encore tirés de notre expérience en France, mais qui sont tirés de l'expérience au Royaume-Uni, où il y a 4500 écoles aujourd'hui qui sont écoles respectueuses des droits de l'enfant. Et dans une des dernières évaluations, on a pu mesurer que 93% des enfants ont un meilleur respect d'eux-mêmes et des autres. Et ça, je pense que c'est extraordinaire de parler de ce respect d'eux-mêmes déjà. Donc, c'est pas seulement donneur de leçons au sens de tu vas respecter les autres, mais je me respecte aussi moi-même à travers cette démarche et je trouve ça absolument extraordinaire et formidable. Ensuite, c'est des enfants qui se sentent mieux à l'école. 5% de plus qui disent « je me sens plus en sécurité à l'école ». 5% de plus qui disent « on m'écoute plus à l'école ». Entre cette phase de diagnostic initial et la fin du programme. Je peux prévenir quelqu'un quand je me sens en insécurité. Et un chiffre majeur également, c'est je peux influencer les décisions dans mon école. Et là, on est à 14% de plus d'enfants. Et ça, c'est je peux influencer. C'est-à-dire qu'on m'écoute, on prend en compte ce que je dis et surtout, je peux donner suite à mes idées. Évidemment, il y a aussi l'impact sur la connaissance des droits, où là, on a 37% d'enfants qui confirment qu'ils ont une connaissance supérieure de leurs droits. Et 11%, c'est un chiffre que je citais tout à l'heure, qui disent je suis respecté par les adultes et je suis respectée par les autres enfants. Mais ces quelques chiffres nous montrent vraiment qu'il y a c'est un chemin de progrès, ce programme, et que quand on peut mesurer tout ça, on ne peut que se féliciter de cette bienveillance, de ce cocon finalement que ça crée, mais pas au sens de bisounours, si je prends quelque chose aussi de ma génération, mais au sens de quelque chose qui va protéger l'enfant, mais aussi le faire grandir vers quelque chose de beaucoup plus actif, de quelque chose de beaucoup plus ouvert sur le monde. À contrario, c'est très, très ouvert. Merci, on arrive, il y avait encore plein de choses qu'on aurait pu aborder, mais on arrive au terme de cet épisode et c'est le temps d'inspiration. On vous a demandé à chacune de réfléchir à quelque chose que vous aimeriez partager avec nos auditeurs et auditrices. Je vais commencer par Valérie. Alors, comme inspiration, ça peut paraître un petit peu narcissique de parler du livre qu'on a écrit avec Paolo Stupia sur les engagements des jeunes, géopolitique de la jeunesse. Mais en fait, c'est une manière, quand on parle des engagements des jeunes, de voir le résultat, en fait, la résultante. Aujourd'hui, les causes qu'ils défendent, ce qui les révolte, leur participation aux institutions, etc., y compris le droit de pouvoir manifester en sécurité. Ça renvoie d'ailleurs à un rapport de l'UNICEF Innocenti. Ce sont des points importants et quand on travaille sur les jeunes, on voit tout ça, on voit la suite, on voit le milieu presque. Donc voilà, géopolitique de la jeunesse avec Paolo Stupia au Cavalier Bleu. Merci, c'est bien noté. Richard, est-ce que vous avez une inspiration à partager ? Je n'ai pas de référence, on va dire, ni bibliographique, ni quoi que ce soit à vous proposer dans cet ordre-là.
Mais je pense que pour revenir et pour faire juste un point final à nos échanges, je pense que le risque de faire grandir des élèves qui ne sont pas dans la participation, qui ne peuvent pas voir d'effet de leur pensée sur le monde qui les entoure, ça veut dire qu'on fait des enfants qui sont relativement passifs, qui laissent prendre les autres des initiatives, parce que finalement on ne leur demande pas leur avis, donc pourquoi prendre des initiatives s'il n'y a rien qui bouge ? Et en même temps aussi, le risque de faire des gens qui croient que ça tombe tout cuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se battre pour faire bouger les choses. Et dès qu'on commence à, dans une école, laisser la place à la parole des enfants, très rapidement, on voit arriver, des conflits politiques, des conflits de décision, des conflits de tout ce qui fait le monde, tout ce qui fait la vie. Et ce qui fait qu'à un moment, il va falloir prendre des décisions ensemble, et parfois pas être d'accord, et parfois trancher, et parfois avancer, voir si ça marche ou si ça marche pas. Et ce qui constitue à la fois le citoyen, mais aussi le futur parent que va devenir l'élève qu'on est en train de faire grandir. Et qui donc assure le fonctionnement de la génération qui arrive après nous. Donc moi je trouve que on peut s'inspirer au moins de cet esprit-là, c'est de dire aidons à faire grandir, quoi. Voilà. Alors moi, je reviens avec le prix UNICEF de littérature jeunesse et j'ai ramené l'un des ouvrages qui est dans la sélection de cette année. Alors, ce sont les enfants qui votent, donc je n'avantage personne puisqu'ils ne nous écoutent pas aujourd'hui. Oui, non. On les influence pas trop. Voilà, mais en tout cas, cet ouvrage, c'est La jeune institutrice et le grand serpent. Et c'est un livre que j'ai pris énormément de plaisir à lire, c'est d'Irène Vasco et Juan Palomino. C'est un livre qui évoque une jeune institutrice en fait qui est nommée dans une école dans la forêt amazonienne et qui arrive dans cette forêt pour faire école auprès des enfants avec une grosse malle pleine de livres et qui les amène vers le plaisir de la lecture. Et donc il y a déjà cet aspect-là qui me semblait intéressant de premier abord. Et en fait, ces enfants vont essayer de lui apprendre aussi les légendes, les traditions. Et au départ, elle y est complètement hermétique. Jusqu'au jour où elle se rend compte que finalement ces légendes ne sont pas si lointaines de ce qui va leur arriver. Et donc je trouve ça formidable justement d'ouvrir à travers cette littérature l'espace de l'opinion de l'enfant, d'écouter l'enfant, de prendre le temps de l'écouter, tout en étant Ici, elle est vecteur, elle, d'apprentissage de la lecture et d'histoire de romans. Et ce sont les enfants qui vont finalement lui apprendre le plus de choses sur leur vie quotidienne et leur environnement. Et donc, c'est un très, très beau livre que je vous recommande de lire. J'ajouterais que dans les notes de cet épisode, vous allez trouver toutes sortes de références, notamment aux outils de l'UNICEF, qui vont vous permettre de travailler sur ce sujet avec des élèves de 3 à 18 ans. C'est des démarches très, très documentées. Il y a tous les outils pas à pas, les formations, ça peut être mis en œuvre où qu'on se trouve. Donc, allez voir de quoi il retourne. Et on a mis aussi un lien vers une page EduScol qui recense un grand nombre de dispositifs, de partenaires pour, pareil, tous les niveaux d'enseignement. Vous allez trouver des choses sur le défenseur des droits, les jeunes ambassadeurs des droits, des liens aussi vers d'autres organismes comme les Franca qui travaillent sur ces questions-là. Voilà, donc vous trouverez ça dans le descriptif de cet épisode. Et je laisse la conclusion à Régis. Voilà, et en 2 mots de conclusion, j'espère que grâce à nos 3 invités, la promesse est tenue et que vous aurez quelques clés pour commencer à transformer, à vous transformer en regardant de plus près, en appliquant, en faisant appliquer, en faisant prendre conscience de ces droits de l'enfant. J'aurais presque envie de recommander à nos auditeurs de faire une marche exploratoire ou une démarche exploratoire interne pour faire un diagnostic d'où ils en sont et de changer les choses sans en avoir l'air. Merci à nos 3 invités. Merci Valérie Becquet, merci Richard Cottier, merci Julie Zerlotte. Merci à vous. Merci. C'était Droits des enfants, transformer l'école de l'intérieur, préparé et animé par Hélène Audard et Régis Forgione. Réalisation Simon Gattegno. Avec l'appui de l'équipe audiovisuelle d'Île-de-France et nos remerciements à l'atelier Canopée de Saint-Étienne. Coordination de production Hélène Audard et Magali Devance. Directrice de publication Marie-Caroline Missire. Suivez-nous sur extraclasse.réseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie. Abonnez-vous.
Non, mais tout va bien, alors là, vous inquiétez pas. Alors là. Mais non, au contraire, Mais il non, faut tout bien va un très petit bien. peu de... Il y a du petit montage, donc il n'y a aucun souci. C'est un peu rock'n'roll aussi. Extra classe.